Bonsoir, messieurs, dames. Merci d'être là. Merci d'être venu pendant une soirée avec du beau temps. Merci beaucoup, Madame Maspoli, pour votre présentation et d'avoir accepté ce défi. Je tiens d'abord à dire merci aussi à la direction de l'hôpital neuchâtelois d'avoir mis en place cette série de conférences. Je remercie à Monsieur Bus qui organise ces colloques. Merci beaucoup. Je remercie à la direction représentée ici par Monsieur Schmidt. Et je remercie bien sûr aussi à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, qui est présentée ici par sa directrice, Madame Kaufmann, et par Madame Blunier-Stauffer, qui ont des flyers et des prospectus d'information devant la salle. Donc, merci pour votre soutien, pas seulement ce soir, mais aussi dans notre travail au quotidien avec les patients et les proches. Et finalement, je remercie aussi à la Ligue la Ligue suisse contre le cancer, où je me suis permis de me servir de son page Internet pour avoir des informations pour les diapos. Et je tiens aussi à remercier à l'Association du dépistage du cancer de Neuchâtel et du Jura bernois, représentée par Madame Nathalie Fleury et Dr Fröhlich. J'ai pu avoir quelques diapos d'eux par rapport au dépistage cancer du sein. Maintenant, les diapos sont peut-être un peu pleins, donc pas la peine de tout lire. Donc, vous pouvez avoir les deux présentations de Dr Maspoli et de moi-même. Si vous vous inscrivez, alors si vous souhaitez, vous pouvez inscrire votre adresse email dans des listes qui vont être ici sur les tables et on va vous faire parvenir à la maison les présentations. Donc, ça c'est un graphique qui nous montre la stratégie suisse contre le cancer pour le temps 2017-2020. Et les deux colloques de ce soir représentent ici à gauche un grand pilier, c'est prévention et dépistage du cancer. C'est moi qui vais en parler. Et le deuxième pilier, les données et les registres, avec aussi de la recherche, bien évidemment, vous a été présenté par Dr. Maspoli. Et tout ce qui est traitement du cancer, ce pilier au milieu, n'est pas sujet des deux colloques de ce soir. Qu'est-ce qu'un cancer? Un cancer, c'est un tissu qui prolifère et qui grandit de manière incontrôlée. Il doit y avoir plusieurs mutations au niveau du génome cellulaire et il doit y avoir un échec de mécanisme de contrôle. Ceci donne, après plusieurs mutations, donc lieu à une lésion précancéreuse et finalement le cancer qui va pouvoir envahir et détruire le tissu d'un organe sain et qui peut aussi faire des métastases à distance. Ici, en haut à gauche, vous connaissez cette image, c'est de la fantaisie, mais inspirée bien sûr sur la recherche. Recherche par microscope électronique, ça vous montre des cellules ici. Ça, ce sont des cellules souches photographiées. Et ici, vous voyez deux lames microscopiques. C'est la doctoresse Brigitte Christen, c'est la directrice médicale de ADMET Pathologie, c'est l'Institut de pathologie de Neuchâtel, qui collabore intensément avec l'hôpital neuchâtelois. Donc, merci à Madame Christen pour les deux diapos et je profite de l'occasion de remercier à Monsieur Rouesch, directeur général de ADMET Neuchâtel, qui est ici parmi nous. Merci beaucoup, Monsieur Rouesch, à vous et à votre équipe de la pathologie, de laboratoire et de microbiologie pour cette excellente collaboration concernant la prise en charge des patients neuchâtelois. Merci beaucoup. Donc, Madame Christen, elle m'a envoyé ici une photo d'une tumeur sous la muqueuse de l'intestin. Donc, ça, c'est la muqueuse de l'intestin qui est saine. Et ça, c'est une tumeur qui est pas très agressif parce que vous voyez, il y a une limitation claire. Donc, une photo d'une tumeur peu agressive et ça, une deuxième lame qui montre un ganglion lymphatique avec
du tissu sain, et ça, avec une coloration spéciale, c'est une métastase d'un cancer du sein qui peut envahir ici le ganglion. Le cancer n'existe pas. Oups. Le cancer n'existe pas dans le sens qu'il n'y a pas qu'un seul cancer. Il y a plus que 200 sortes différentes de cancers, et pour chaque type de cancer, il y a différents facteurs de risque, différents mécanismes de la genèse. Et bien évidemment, la gravité de la maladie diffère de cancer à cancer. Elle dépendra du stade de la maladie, et donc ce n'est pas une maladie uniforme. Madame Maspoli, elle vous a déjà parlé des risques. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on sait, il y a des risques exogènes qui sont responsables pour environ 33% des cas de cancer. Il y a des risques héréditaires responsables environ pour 5%, et un peu de manière banale, on peut dire qu'environ 2 tiers des patients qui ont un cancer vont avoir la maladie sans qu'on puisse déterminer la cause, donc entre guillemets par hasard. Vous voyez ici à nouveau ce que je viens de dire, il faut plusieurs mutations jusqu'à finalement il y a un cancer. Vous connaissez cette diapo, donc je passe. Ce sont que les risques exogènes connus, et cette diapo a 36 ans d'âge, et vous voyez ici que la recherche actuelle concernant les raisons attribuables donne presque les mêmes résultats. Donc environ 30% des cancers liés au tabac, 4% à l'alcool, 10 à 30% liés au surpoids et la mauvaise alimentation, 5% au surpoids, 5 à 8% aux infections, des risques environnementaux au travail, environ 5%, et la pollution qui est toujours dans les gros titres contribue, d'après ce qu'on sait actuellement, seulement à environ 2% au taux de cancer. Et l'exposition au soleil, quand même, est importante aussi en Europe, jusqu'à 5 à 10% des maladies malignes liées à l'exposition au soleil. Ici, vous voyez 4 personnages bien connus, et les patients qui sont touchés de cette maladie posent souvent à juste titre la question « Pourquoi est-ce que j'ai cette maladie ?» Et quand on regarde les 4 personnages très connus, on peut dire qu'il y a une certaine probabilité pour une raison, mais les explications pourquoi on a un cancer, c'est juste valable dans les statistiques. Pour un homme ou une femme individuelle concernée par cette maladie, on n'arrive jamais à dire c'est à coup sûr lié à tel et tel risque. Nous parlons de risques statistiques. Donc je commence avec Lance Armstrong qui a été malade d'une tumeur testiculaire, une maladie qui n'est pas une maladie typique liée à des facteurs de risque. Donc chez M. Armstrong, on doit dire probablement il n'a pas de risque particulier d'avoir été malade. Il est donc un des survivants des cancers. Guéri, après avoir été malade, il a encore remporté la victoire du Tour de France à plusieurs reprises, même si l'érythropoïétine a contribué un tout petit peu, mais quand même, c'est un mérite qu'on doit quand même admirer. Angelina Jolie, par contre, comme on a pu lire dans la presse, le cancer du sein chez Madame Jolie a été lié à une mutation héréditaire qui s'appelle mutation BRCA1, qui est responsable pour environ 5% des cancers du sein de la femme. Et les femmes saines porteuses de cette mutation ont un risque d'environ 70% de tomber malade d'un cancer du sein dans la vie. Donc chez Madame Jolie, on doit dire très probablement cette mutation l'avait rendue malade. Jacques Brel, décédé à l'âge de 49 ans dans les suites d'un cancer du poumon. Son facteur de risque, comme on voit ici, était bien sûr le tabagisme. Même chez Jacques Brel, on ne peut pas dire, c'est sûr, peut-être il aurait été tombé malade du cancer pulmonaire s'il n'avait jamais fumé la moindre petite cigarette. On ne peut pas dire dans un cas individuel.
Et ici à gauche, vous voyez Monsieur Liu Xiaobo, qui est décédé en juillet 2017 comme prisonnier dans un hôpital chinois. Il a remporté le prix Nobel de la paix en 2010 et M. Xiaobo était malade d'un cancer du foie. On sait également de la presse qu'il était malade d'une hépatite B chronique, donc une infection virale qui touche le foie et qui augmente largement le risque d'avoir ce cancer. Donc on peut dire probablement si M. Xiaobo avait pu avoir été vacciné contre l'hépatite B ou si un traitement coûteux de l'hépatite B avait été possible, peut-être cette maladie aurait pu être évitée chez lui. Mais à l'époque, bien évidemment, il n'y avait pas les moyens ni la recherche qui ouvrait l'accès à ces traitements. Donc vous avez ici 3 raisons individuelles différentes et probables pour un cancer. Donc c'est toujours individuel qu'on doit chercher une réponse. Est-ce qu'on peut se protéger contre le cancer? Oui, partiellement, parce qu'environ un tiers des cancers pourraient être évités. Dans la prévention, on différencie la prévention primaire qui diminue la probabilité de développer un cancer. La prévention secondaire, c'est le dépistage où vous cherchez la lésion précancéreuse ou le cancer précoce avec l'idée de pouvoir guérir dans un stade précoce. Et la prévention tertiaire, ce sont des mesures que vous faites pour diminuer le risque d'une rechute d'une personne qui a été traitée pour un cancer. Mode de vie sain, en Suisse, si on observait mieux les modes de vie sains, on pourrait prévenir environ 13 000 cancers par année. Et dans notre canton de Neuchâtel, ça ferait environ 330 cancers par année qu'on pourrait éviter. Qu'est-ce que c'est les modes de vie sains? Donc, il y a un code européen contre le cancer qui donne les 12 conseils les plus importants. Ça vient de l'Organisation mondiale de la santé et du Centre international de recherche sur le cancer qui se base sur les données montrées par le Dr Maspoli, qui travaille aussi avec les données neuchâtelois. Et par cette recherche épidémiologique, on a pu distiller ces 12 recommandations que je vais vous montrer. D'ailleurs, je les ai imprimées, donc à la fin de la conférence, vous pouvez prendre la feuille avec les conseils avec vous. Donc, ne fumez pas, tout le monde le sait. Presque 10 000 personnes en Suisse décèdent chaque année à cause du tabac. Et on ne parle pas seulement du cancer du poumon, mais aussi d'autres cancers de la bouche, de l'œsophage, du pancréas et de la vessie. Bien évidemment aussi des maladies qui n'ont rien à voir, tout le monde le sait. Et pour rappel, juste les maladies cardiovasculaires et l'accident cérébrovasculaire est fortement lié au tabac. La fumée contient plus que 4000 substances, en partie sous forme de gaz, en partie sous forme solide, le goudron qui lui-même contient déjà 40 substances cancérigènes. Il n'est jamais trop tard d'arrêter. Vous voyez ici, dans cette courbe, l'incidence d'un cancer pulmonaire chez les non-fumeurs ici en bas. Ça augmente avec l'âge, cancer comme maladie de l'âge, ça c'est sûr. Ici, vous voyez quelqu'un qui n'a jamais cessé de fumer, qui va avoir un risque nettement plus haut d'avoir un cancer pulmonaire. Et ici, en vert, vous voyez quelqu'un qui arrête de fumer à l'âge de 30 ans, et ici, quelqu'un qui arrête à l'âge de 60 ans. Donc, même avec 60 ou 70 ans, c'est pas trop tard, on peut encore faire du bien en arrêtant les clopes. Cette diapo a été montrée. Le surpoids, il faut l'éviter parce que ça augmente le risque statistique pour cancer de l'œsophage, du pancréas, de l'intestin, du sein, de l'utérus et des reins. Qu'est-ce que c'est un poids normal? On peut calculer l'indice de masse corporelle. Le calcul est simple, tout le monde peut le faire avec son attel. On prend le poids en kilos, on le divise une fois par la taille en mètres et une deuxième fois divisé par la taille en mètres. Et le résultat devrait être quelque part entre 18,5 et 25. Ça, c'est défini comme un poids qui est encore normal.
faut beaucoup bouger. C'est une prévention, pas seulement de certains cancers, mais c'est aussi bien pour la défense immunitaire, contre l'ostéoporose et contre les maladies cardiovasculaires. Et nous avons bien sûr dans notre beau canton des opportunités idéales pour faire de l'exercice physique. Chacun à sa façon, bien sûr. Alimentation saine, ça veut dire une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes et pauvre en aliments d'origine animale. Quand on voit des images comme ça, donc on pourrait dire déjà comme respect à une espèce qui, dans l'arbre de l'évolution, n'est pas tellement loin de nous-mêmes, on devrait se poser des questions, donc pour une raison de respect à l'égard des animaux, mais aussi pour des pures raisons égoïstes, on doit réduire la consommation de viande, surtout la viande rouge et transformée, c'est-à-dire la charcuterie, parce qu'on sait que ces types de viande augmentent le risque de certains cancers, par exemple le cancer de l'intestin. En Suisse, en moyenne, chaque habitant mange 1 kilo de viande par semaine. On ne devrait pas dépasser la moitié de ça. On devrait faire des journées sans viande. D'autres ressources alimentaires peuvent servir comme ressources de protéines. Et il y a des végétariennes jeunes dans la salle qui nous donnent l'exemple qu'on peut parfaitement bien se nourrir sans manger de la viande si on fait attention à certaines supplémentations importantes. Il fait beau, la saison des grillades. La saison des grillades, donc on ne doit pas trop griller. Les aliments ne doivent pas être noirs, brûlés ou trop fumés parce que vous allez avoir des amines aromatiques hétérocycliques, donc des cancérogènes dans tout ce qui est noir dans l'alimentation. Donc évitez ça. Cuire les aliments à la vapeur ou à l'étouffer, c'est mieux. Il ne faut pas mettre la viande sur la flamme parce que vous allez produire des substances cancérogènes. Il faut utiliser la barquette en aluminium ou mettre à côté de la flamme, pas directement au-dessus de la braise. 5 par jour, c'est une initiative quand même déjà âgée, créée en 2001 par la Ligue suisse contre le cancer. Elle est toujours d'actualité, ça veut dire on devrait idéalement 5 fois par jour manger un fruit ou des légumes. Cette campagne, elle a été très importante au niveau international parce que tous les pays qui ont accès à ce type de campagne, je veux dire, ils ont adopté cette campagne. Par exemple, aussi en Allemagne, on a adopté cette campagne suisse. Malheureusement, l'implémentation, même 17 ans après l'inauguration, n'est pas encore au mieux. On devrait commencer dans les familles, dans les écoles et jardins d'enfants de faire manger plus de fruits et légumes. Ça diminue le risque pour des cancers, par exemple aussi de l'intestin. Limiter la consommation d'alcool, quand même autour de 5% des cancers sont liés à l'alcool, cancer de la bouche, de l'œsophage, du foie, de l'intestin et aussi du sein. Le risque augmente avec la quantité de l'alcool. Nous sommes en été, éviter l'exposition au soleil intense. Le plus important, c'est d'éviter ça chez les enfants. La peau a une mémoire très longue, donc ce sont surtout les coups de soleil qu'on se chope pendant l'enfance et l'adolescence qui vont augmenter le risque pour un cancer de la peau plus tard dans la vie. Il ne faut pas utiliser les appareils ou studios de bronzage. Le monde du travail, il faut suivre les consignes de sécurité au lieu de travail. Ici, en Suisse, nous sommes très avancés. Toutes les entreprises ont implémenté des mesures de protection. Donc, l'amiante, bien sûr, banni des matériaux de construction déjà dans les années 90. L'amiante a une latence de plusieurs décennies entre l'exposition et le cancer. Et c'est toujours d'actualité parce que les gens exposés dans les années 80 à l'amiante, ils vont encore pouvoir faire un cancer de la plèvre, un mésothéliome, maintenant, donc 40 ans plus tard. Et bien sûr, pour les gens qui vont rénover leur maison ou qui vont faire détruire un ancien bâtiment,
dans les bâtiments construits entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et 1991, il y a beaucoup d'amiante, donc il faut faire des expertises avant qu'on fasse des travaux de rénovation ou de démolition. Il y a d'autres produits toxiques, on ne peut pas passer par tous ces détails, juste encore un petit message. La poussière fine, maintenant, on en discute beaucoup dans le contexte des automobiles avec moteur à diesel, à gazole. Donc ça, bien sûr, c'est la source la plus importante pour les poussières fines qui augmentent par voie inhalative le risque du cancer, mais aussi le chauffage au bois ou notre cheminée bien aimée, elle émet des poussières fines et il y a des conseils importants à suivre. Aussi, la Ligue suisse contre le cancer a des vidéos, a des feuilles d'information. Donc, je recommande le site internet de la Ligue suisse contre le cancer. Donc là, vous allez voir comment on allume un feu. Donc, message à mon fils Jacob et à moi-même, on a toujours fait faux. Il faut allumer le feu d'en haut en bas, pas à l'envers. Parce que si vous incendier le feu d'en bas, ça va faire plus de poussière fine. Le radon, c'est un gaz noble qui est dans le sol, qui en Suisse est un sujet important, deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme. On compte en Suisse environ 250 morts par année par le radon. On doit s'informer, c'est les régions des Alpes, mais aussi du Jura, qui ont une exposition au radon importante et notre site cantonal a beaucoup d'informations sur l'exposition au radon. Depuis le 1er janvier, il y a une nouvelle ordonnance de radioprotection fédérale qui a diminué la valeur limite d'exposition au radon de 1000 becquerels par mètre cube à 300. Il y a les consultants experts pour le radon qui donnent des conseils aux maîtres d'ouvrage, donc ancienne maison, nouvelle maison, il faut se renseigner concernant l'exposition au radon. Si la chape au sous-sol n'existe pas, vous avez déjà par ce fait un risque augmenté que dans les locaux, dans le sous-sol, il y a une augmentation du taux de radon. Alors, dans notre canton, beaucoup de monde parle d'un clivage entre le haut et le bas. Moi, je suis d'avis que ce clivage qui est toujours dans la presse est fait maison, un problème superflu et complètement évitable. Par contre, il y a une seule différence entre le haut et le bas qui n'est pas fait maison, c'est le fait que l'exposition au radon est différente entre le haut et le bas. Donc, ce sont la Chaux-de-Fonds et les communes dites des montagnes, à cause de la situation géographique, ont une exposition plus élevée au radon, tandis qu'au littoral, l'exposition ici en jaune est nettement moindre et au Val-de-Rue, il y a une exposition moyenne. Donc, ça concerne surtout des communes en rouge qui sont concernées. On peut aller sur le site neuchâtelois et on trouve pour la propre commune l'exposition au radon. D'autres conseils de prévention de cancer pour les femmes, allaiter les enfants, c'est bien pour les enfants et ça diminue aussi, par exemple, statistiquement, le risque pour un cancer du sein. Il y avait un temps où c'était une mode de prescrire presque à chaque femme qui avait atteint la ménopause des hormones, donc un remplacement de l'œstrogène, par exemple, qui diminue avec l'âge de la ménopause. On sait aujourd'hui que statistiquement, ça augmente le risque pour un cancer du sein. Donc aujourd'hui, on ne doit pas, pour toutes les femmes, prescrire ça. C'est seulement dans certaines situations que c'est toujours correct, mais la majorité des femmes devraient éviter ça. Et les médecins, bien évidemment aussi. Certaines maladies infectieuses, comme déjà mentionné concernant M. Chiaobo, font des cancers. Le virus de l'hépatite B et hépatite C fait une infection du foie chronique qui augmente nettement le risque pour le cancer du foie. Les patients porteurs du VIH, virus de l'immunodéficience humaine, ont un risque élevé aussi pour certaines formes de cancer de la peau, sarcome de Kaposi.
certains cancers des ganglions lymphatiques, les lymphomes, et cancer du col de l'utérus, et une bactérie très fréquente, Helicobacter pylori, qui siège dans la muqueuse de l'estomac, peut augmenter le risque statistique pour un cancer de l'estomac ou un lymphome de l'estomac. Contre cette bactérie, il n'y a pas de vaccination, mais on peut prescrire des antibiotiques chez les gens qui font des gastrites et des ulcères et en même temps présence de cette bactérie. Ça, c'est aussi une mesure de prévention primaire. Faites vos enfants vacciner contre l'hépatite B, déjà chez les nouveau-nés, et faites les enfants et faites les adolescentes et adolescents vaccinés contre le virus du papillome humain. Pourquoi ça? Le virus du papillome humain, qui est très répandu dans le monde, est transmis par rapport sexuel. Il va se mettre ici au col de l'utérus et il va pouvoir faire une espèce de verrue génitale chez l'homme et chez la femme, mais il augmente avec le temps nettement le risque pour le cancer du col de l'utérus. On a développé au début de ce millénaire 2 vaccins qui protègent contre ce virus HPV, et c'est recommandé aussi en Suisse de faire vacciner les filles et les jeunes femmes entre l'âge de 11 et 26 ans contre ce virus, une mesure très efficace pour protéger contre le cancer du col de l'utérus. Et depuis peu, aussi chez nous, une campagne pour la vaccination des garçons, parce que chez les garçons, déjà, ça diminue le risque pour un cancer du pénis. Pour les deux sexes, ça diminue le risque pour un cancer anal. Et le garçon vacciné, il va plus tard, comme homme, aussi protéger son partenaire. Toutes les femmes, vaccinées ou pas, devraient toujours subir le dépistage du cancer du col utérin, voire de la précancérose par le frottis fait par le gynécologue. Et ça nous mène au deuxième chapitre, la prévention secondaire, donc le dépistage. On a un site sur l'Internet important. Il s'appelle en bonne langue suisse, Swiss Cancer Screening, et ça regroupe tous les registres qui font la prévention et le dépistage du cancer en Suisse. Les dépistages établis qui font du sens, ce sont les dépistages du cancer de l'intestin, donc côlon et rectum, du cancer du sein et cancer du col de l'utérus. Je viens de mentionner ça. J'ai déjà dit que l'association de dépistage du cancer du sein est devenue dans notre canton et le Jura bernois, l'association pour le dépistage du cancer Jura bernois et Neuchâtel, parce que ça regroupe pour les deux cantons dépistage du cancer du sein et du côlon. Cancer du sein, les facteurs de risque qu'on peut influencer, c'est le manque d'activité physique, l'alcool, nicotine et le surpoids. Le dépistage du cancer du sein en Suisse, c'est marqué en rouge. Madame Dr. Maspouli a déjà mentionné, et nous, ici en Suisse romande, nous sommes quand même nettement mieux que, par exemple, ici une partie de la Suisse centrale où il n'y a pas encore de programme de dépistage, qui est invité les femmes entre 50 et 75 ans tous les 2 ans. Et on veut bien sûr trouver la lésion précoce où on peut opérer la femme avec une meilleure chance de guérison, et aussi on veut avoir plus de femmes qui peuvent être opérées en conservant le sein opéré même. Les bénéfices emportent les inconvénients. Le cancer du côlon, aussi déjà mentionné, là on doit dire 90% des cancers du côlon ont leur origine dans des lésions bénins. Je vais vous montrer. Alors, ici, vous voyez une muqueuse de l'estomac avec un petit polype qui est tout à fait bénin. Il rend malade à personne, mais s'il reste en place, dans 7 à 10 ans, il peut grandir. Vous le voyez ici. Là, il a déjà un diamètre plus qu'1 cm. Et ici, après, par exemple, 9 ans, il est devenu un cancer. Maintenant,
le côlon est accessible par une colonoscopie à un dépistage. Donc, si un gastroentérologue fait une colonoscopie et il va trouver ça, ça ou ça, il va pouvoir enlever avec un petit lasso dans la même intervention ce polype et il aura évité à cet endroit précis qu'un cancer peut avoir lieu. Donc la colonoscopie, qui, selon la littérature médicale internationale, est reconnue comme meilleure mesure de dépistage du cancer de côlon. Autre mesure possible, c'est la recherche du sang occulte dans les selles. Pourquoi ça? Parce que ce cancer et celui-là peuvent saigner. Ils saignent relativement fréquemment avec des petites quantités et les nouveaux tests de recherche de sang dans les selles sont très sensitifs. Donc, on peut aussi chercher le sang dans les selles, mais ce test, il ne va pas trouver ces polypes. Donc, la colonoscopie a l'avantage que vous pouvez faire une prévention en enlevant les polypes et vous faites un dépistage, tandis que la recherche du sang occulte dans les selles fait juste un dépistage et pas un traitement des lésions précancéreuses. Les facteurs de risque pour le cancer du côlon, donc à nouveau le style de vie, surpoids, tabac, trop de viande et les hommes sont plus concernés. Pourquoi les programmes de dépistage commencent à l'âge de 50 ans? Vous le voyez ici, c'est l'âge sur cet axe et la fréquence et vous voyez qu'avec l'âge de 50 ans, ça augmente rapidement. Ça, c'est la raison pour laquelle on commence à l'âge de 50 ans avec le dépistage. Dépistage du cancer du côlon et du rectum en Suisse. Les cantons en bleu ont déjà mis en place un programme et nous, dans notre canton et le Jura bernois, on va mettre en place à partir de septembre. Les cantons en gris n'ont pas encore de dépistage. Donc là aussi, nous sommes à nouveau quand même un peu plus avancés que certaines parties de la Suisse centrale. Le programme qui va commencer en septembre a été largement annoncé. Alors, nous avons fait pour les deux cantons, Neuchâtel et Jura bernois, le choix de faire tous les 2 ans un test des selles par rapport à la question du sang occulte et la colonoscopie qui se fait seulement une fois en 10 ans si la dernière a été normale. On ne l'a pas favorisée. Pourquoi? Parce qu'après un sondage, l'association de dépistage a conclu qu'on n'a pas suffisamment de gastroentérologues qui pourraient faire ce geste. Donc, en vue du manque de personnel médical et appareil d'examen, de capacité, on a dû faire un choix et on a dit c'est quand même mieux de faire le test des selles au lieu de ne rien faire du tout. Bien sûr, chez la personne où on découvre une trace de sang dans les selles, on va tout de suite initier la colonoscopie. Donc, en printemps de cette année, plusieurs publications et conférences. En outre, les professionnels de santé vont être formés. Donc, vous pouvez avoir le matériel pour le dépistage chez votre pharmacien ou votre médecin de famille. Et à partir du mois de septembre, ça peut commencer. Juste un petit mot concernant la prévention tertiaire. Quelqu'un qui est tombé malade d'un cancer, par exemple le cancer du côlon, il a été opéré, la tumeur est enlevée, le chirurgien dit on a tout enlevé, mais on a découvert parmi les 17 ganglions lymphatiques 2 qui ont été atteints du cancer. Chez ce patient, on va lui recommander une chimiothérapie de prévention qui va diminuer le risque statistique de faire une rechute. C'est ce qu'on appelle la prévention tertiaire qui peut exister selon type de cancer et selon stade et facteur de risque, aussi pour d'autres cancers, par exemple le cancer du sein, par exemple les traitements anti-hormonaux qu'on fait souvent à titre préventif chez les femmes qui avaient un cancer du sein, ils se font comme mesure de prévention tertiaire pour diminuer le risque de faire une rechute.
Et là aussi, bien sûr, il y a de la recherche. L'Association suisse de la recherche sur le cancer, la SAKK, qui est une organisation fédérale très importante concernant la recherche, fait beaucoup d'études. Nous, dans notre service d'oncologie, par exemple, nous participons activement à une étude clinique qui pose la question, est-ce que chez les hommes et les femmes qui ont été opérés pour un cancer du côlon et qui ont certaines caractéristiques de ce cancer, est-ce qu'on peut diminuer le risque de rechute en leur prescrivant un comprimé d'aspirine cardio par jour? Il y a des données qui sont en faveur de l'idée que ça pourrait jouer. Mais c'est l'étude clinique qui doit nous montrer si c'est vrai ou pas. Maintenant, je reviens un peu au début et j'aurai très bientôt terminé. Donc, on a parlé beaucoup de risques. Tout ce qu'on dit sur la prévention des cancers, ça concerne les statistiques et bien sûr les mesures de prévention au niveau d'une population. Par rapport à un homme ou une femme ou même un enfant touché, au cas individuel, vous ne pouvez pas dire ce cancer vient exactement de ce facteur de risque. Et en 2015 et puis à nouveau en 2017, Tomasetti et Vogelstein, ils ont publié en Science, un journal scientifique très réputé dans le monde entier, des données qui sont plutôt en faveur de l'idée qu'on ne va pas pouvoir trouver pour tous les cancers des raisons, des facteurs exogènes ou héréditaires, mais d'une manière simplifiée, ils disent les cellules souches dans les organes qui, pendant toute une vie, doivent se diviser et lors de chaque division, vont devoir copier le génome. Et par jour, on a environ 3 divisions cellulaires. Donc, chaque jour, 3 divisions. Et c'est comme si vous copiez les pages d'un livre à la main, vous écrivez un nouveau livre. Chaque jour, 3 fois, pendant 30 ans, 40 ans, 70, 80 ans. Donc, chaque fois, vous avez un risque, quand vous copiez le génome, qu'il y a des erreurs. Et donc, Tomasetti et Vogelstein ont publié ça. Ils ont publié d'abord pour les États-Unis en 2015. Personne n'a été vraiment convaincu. Ça a été très disputé dans le monde scientifique et basé sur les données à Lyon, donc Association internationale recherche sur le cancer, donc basé aussi sur les données neuchâteloises. Ils ont fait une étude au niveau de 70 pays où ils ont pu prouver que, évidemment et effectivement, la longévité de ces cellules augmente le risque statistique d'avoir juste des erreurs de copie. Donc, c'est cet article qui a fait la une dans le monde scientifique. Donc, il y a les facteurs exogènes, les facteurs héréditaires, mais aussi les erreurs lors de la division cellulaire. Et le commentaire dans le Science, il a dit, il y a les gènes, il y a l'environnement, mais tout simplement aussi bad luck, la mauvaise chance qui fait le cancer. Et la Suisse était plus vite que les chercheurs. Un jour avant la publication officielle, la Neue Zürcher Zeitung a écrit « Oft ist eine Krebserkrankung einfach Pech ». Souvent, le cancer, c'est la mauvaise chance. Et personnellement, je trouve que c'est très important de souligner ça parce que il faut surtout éviter une chose, il faut surtout éviter, quand on parle de facteurs de risque, de culpabiliser. On ne peut pas dire que Jacques Brel a été tombé malade parce qu'il fumait. Peut-être il serait tombé malade sans la moindre petite cigarette. Qu'est-ce que j'ai encore dit ici? En règle générale, pour un homme, une femme atteinte, on ne peut pas dire avec sécurité d'où ça vient. Donc, la réponse, je l'ai donnée. Est-ce qu'on peut se protéger contre le cancer? Non et oui. Ah, et vous m'avez... Ah, maintenant, c'est là. Alors, le même droit pour tout le monde, parce que les derniers diapos, on me les a biffés. J'avais encore une devinette qui a été effacée. Mais je peux vous la donner comme ça. La devinette, c'est... qui est le plus grand, ou au moins un des plus grands
contribuables fiscaux du canton de Neuchâtel. Et puis, alors, je tiens à vous présenter toutes mes excuses d'avoir dépassé mon contingent en temps, mais j'ai fait exprès, avec pleine intention. Le dépassement en temps, c'était pour moi une mesure de prévention primaire en réduisant le temps qui vous reste à disposition pour le verre d'amitié qui vous sera servi maintenant. Donc, merci pour votre attention et santé.